Jean-François Copé, bonjour. Un livre, Bonjour. La bataille de la Marne, on va en parler dans un instant, mais on va évidemment commencer par la politique. D'abord, pourquoi aucun leader de l'UMP n'a été à Brignoles? Beaucoup de gens, beaucoup d'éditorialistes soulignent cette incongruité. Oh, écoutez, c'est vraiment le type même de faux débat. Nous sommes allés, nous avons soutenu les uns et les autres. Moi, le premier, notre candidate. Toutes les équipes du Var pour cette cantonale partielle ont été présentes. Ça n'a jamais été un débat national. C'est une cantonale partielle que, médiatiquement parlant, on ait eu envie à Paris d'en faire l'événement absolument mondial, sans doute. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que sur une cantonale partielle, dans un canton détenu alternativement par le PC et le Front National, le Front National l'a emporté cette fois-ci, et surtout la gauche est écrasée. Quant à l'UMP, notre candidate, elle a triplé son score. Donc permettez-moi de vous dire que sur ce sujet, Ça ne les empêche pas de s'interroger sur le fait que finalement, en laissant gagner le Front National, encore une fois, pour des gens de gauche, on considère que on laisse faire du côté de l'UMP. Non, là encore, vous êtes suffisamment ce serait quand vous nier. lisez les journaux pour comprendre que c'est le reproche que vous faites depuis le début. C'est-à-dire de jouer le même rôle que le Front National. Attendez. D'abord, moi, j'accepte aucun reproche de la part d'un parti socialiste qui a fait depuis toujours de sa conquête du pouvoir, de prendre pour sa conquête du pouvoir comme fondement une alliance avec l'extrême gauche de Mélenchon. Deuxièmement, je n'accepte aucune leçon d'un parti socialiste dont le héros, François Hollande, fait objectivement tout ce qu'il peut pour faire monter le Front National, par exemple en refusant d'arbitrer sur un débat sur les Roms très grave qui préoccupe beaucoup les Français entre M. Valls et Mme Duflot, qui nous parle régulièrement du droit de vote pour les étrangers, qui envisage sérieusement de faire une loi sur la proportionnelle, ce qui ferait donc rentrer le Front National, et puis enfin qui nous explique que la loi Taubira sera l'alpha et l'oméga de la lutte contre la criminalité, alors que c'est le laxisme absolu. Mais au plus haut niveau de l'État, devant les gens du Bondi Blog, Jean-Marc Ayrault vous a encore une fois, pardonnez-moi l'expression, mais assassiné en disant que c'était vous le tremplin, le cheval de Troie du Front National. Le terme, à mon avis, est excessif, mais ce qui est certain, c'est que c'est une manière pour lui de s'exonérer de ses propres responsabilités, de ses propres échecs. Il n'est pas un Français, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite, qui soit dupe. Je voudrais dire une dernière chose. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de la part de la gauche, par ailleurs, parce qu'à l'UMP, nous avons toujours été très clairs. Pas d'alliance avec le Front National, mais la ligne que je défends, c'est qu'on ne fait pas d'eau tiède. On dit les choses. Ce que j'ai appelé la droite décomplexée, c'est-à-dire un message dans lequel, en clair, on doit être courageux sur le plan économique, faire les réformes, passer aux 39 heures, faire la retraite à 65 ans, baisser les dépenses publiques, baisser les impôts, donc courageux sur le plan économique. Également, faire œuvre de fermeté sur le plan régalien, sécurité, justice, immigration, lutte contre le communautarisme, et enfin, généreux sur le plan social, sans assistanat. Dans un cas précis que vous avez évoqué, Valls, il a eu raison avec la jeune femme kosovar. Parce que là, ça commence à devenir un débat à gauche. On avait entendu dans le journal quelqu'un qui disait que ça tenait de la rafle. Mais ces allusions sont absolument indignes. Comment peut-on faire de tels mélanges? La France est un des pays les plus généreux au monde du point de vue social, y compris pour ceux qui sont étrangers. Il y a des questions de fond à poser sur la politique de l'immigration. Mais moi, ce qui me choque surtout, c'est que ces débats réputés internes à la gauche sont des débats qui doivent être tranchés par qui? Par le président de la République, que nous n'entendons jamais sur ces sujets. Et deuxièmement, c'est aux Français... vivre ensemble, a-t-il dit. Oui, mais c'est pas une réponse. Merci, vivre ensemble, on est tous d'accord. La question, c'est que fait-on avec des gens qui sont en illégalité sur notre territoire? Donc Valls a raison. Valls a raison de le dire, mais le problème de Manuel Valls, c'est qu'il y a un moment où il arrive au bout de sa logique. Voilà un homme, ministre de l'Intérieur, avec ses 150% de popularité, qui fonde son succès sur le fait de dire ce qu'il faudrait faire sans jamais le faire. La vraie question, quand on est ministre, c'est pas de dire ce qu'il faut faire, c'est d'agir. Quand j'entends certains le comparer avec le Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur du début des années 2000, il y a une grande différence, c'est que Nicolas Sarkozy, il agissait. Il faisait des lois, il les appliquait, la délinquance baissait. Aujourd'hui, Manuel Valls ne fait absolument aucune réglementation nouvelle pour tenir compte de ces nouveaux problèmes, et la délinquance explose. Quant à l'immigration clandestine, vous savez malheureusement qu'elle est omniprésente. C'est certes la première responsabilité du président de la République, mais moi je pense que si Manuel Valls, dans ces sujets, n'a jamais raison dans les arbitrages, peut-être faut-il qu'il envisage d'en tirer les conséquences. La convention sur l'avenir qui va revenir sur le bilan du quinquennat précédent est une convention importante parce que c'est une réflexion pour vous, mais en même temps c'est la grande bataille, ou en tout cas le grand cheval de bataille de la gauche contre vous, puisque fondamentalement, par exemple, si on prend le cas de la fiscalité, vous connaissez l'argument, 30 milliards Sarkozy, 30 milliards nous, finalement, là les accusations de Fillon et des autres sur la
la surfiscalisation de la France n'existe pas. Ça, c'est les chiffres de la gauche. La vérité, c'est que Gilles Carrès, qui est président de la commission des finances, a rappelé les chiffres, qui n'est pas à gauche, mais qui est reconnu de tout le monde. C'est 20 milliards dans la période de la crise, lorsque la droite était au pouvoir. C'est certes toujours trop, mais enfin, c'était une période de crise. Aujourd'hui, on n'est plus dans la crise. Non, tous les autres... Écoutez-moi. Sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy. J'ai compris, je vais vous répondre. Je note que tous les pays européens qui ont fait les efforts, en réalité, sont en train de retrouver le chemin de la croissance. Sauf le nôtre, pour une raison simple, c'est que toutes les réformes ont été interrompues lorsque François Hollande est arrivé président de la République et il les a remplacées par des hausses d'impôts. C'est pas 30 milliards pour les socialistes. C'est à la fin de l'année 2014, on sera à plus de 50 milliards de hausses d'impôts. Ils sont en train d'asphyxier ce pays. La seule réponse possible, c'est une baisse massive des impôts et des charges compensée par des baisses massives de dépenses publiques. Moi, j'ai proposé 10% de baisse de dépenses publiques, comme le ferait n'importe quel ménage ou n'importe quelle entreprise en difficulté. Vous comprenez que si on se met du point de vue de la gauche, si vous vous expliquez un peu violemment lors de cette convention, parce qu'il y a des gens qui sont quand même pour un bilan critique du quinquennat de Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, Jean-François Copé, Hervé Novelli, Jean-François Copé, c'est moi. François Fillon, Hervé Novelli et beaucoup d'autres, même si c'est compliqué. Ils peuvent tirer argument justement de ce débat interne que vous pouvez avoir et qui peut être remuant pour eux-mêmes. Mais vous savez, la parole est libre à l'UMP. Au contraire, il y en est un certain nombre qui, à coup d'interview, sont venus expliquer, alors qu'ils avaient été ministres du gouvernement de Nicolas Sarkozy, que vraiment, on avait fait plein d'erreurs et qu'il fallait revenir dessus. Même certains qui ont même été jusqu'à parler de réformette. Bon, très bien. Donc j'ai dit, OK, faisons une réunion pour voir exactement ce qu'il en est. Et tout sera dit. J'ai noté qu'un certain nombre s'étaient fait porter pâle. Donc peut-être, finalement, doivent-ils considérer à la réflexion que tout cela était moins négatif que prévu. Moi, je voudrais que cette convention à l'UMP, elle ne soit pas dédiée à faire du sarco-bashing, mais plutôt à poser les problèmes, à dire voilà ce que nous avons fait, voilà ce qui est fait par la gauche depuis 15 mois, notamment voilà ce que la gauche a défait depuis 15 mois. Regardez la suppression des taxations d'heures supplémentaires, la suppression des aides aux familles, et dans le même temps, des augmentations massives d'impôts qui ne permettent pas les réformes structurelles de l'économie. Je pense aux retraites, je pense au coût du travail, je pense à la compétitivité, je pense au temps de travail. Et je pense au poids des réglementations. Là, c'est une convention sur l'état du pouvoir actuel. Sur le bilan du passé. Vous ne croyez pas si bien dire. Mon objet, c'est quoi? C'est de dire, mettons en comparaison ce que nous avons fait, ce qui est fait depuis 15 mois, ça permettra de voir que la droite et la gauche, c'est vraiment pas pareil. Et deuxièmement, de quoi on parle pour l'avenir? Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais ce qui compte pour les Français, celui qui nous regarde et qui est affolé par ce qui se passe, c'est quelle réponse pour l'avenir? Oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens, alors je prends l'ensemble de l'ancienne majorité et je vais essayer de ne pas me tromper sur les noms, Fillon, Raffarin, Wauquiez, Novelli, qui ne sont pas sur cette ligne un peu optimiste, qui sont beaucoup plus offensifs sur ce qui a été fait ou ce qui a été raté. C'est leur choix. Ils ne sont peut-être pas là. Mais c'est leur choix. Et la parole est parfaitement libre et les uns et les autres pourront le dire. Mais encore une fois, ce qui, moi, m'importe, c'est que même l'esprit critique, qui n'a rien de négatif, c'est très bien de dire les choses, doit se porter vers l'avenir. Je vous prends un exemple concret. Il y a une grande critique qui nous est faite, qui est de dire « Oui, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait avant ce que vous avez promis ?» Bon, eh bien, ma réponse est très simple. En 2017, ce que je propose, c'est que le prochain programme, ce ne soit pas 110 propositions, ce soit 5 grandes réformes, ou 10 maximum, et qu'elles ne soient pas prises sur 5 ans, mais sur 6 mois, les 6 premiers mois qui suivent l'élection présidentielle, ordonnance. Ce que le général de Gaulle a fait en 58. Le Parlement habilite le gouvernement par une loi à faire par ordonnance les 5 ou 6 grandes réformes. Par exemple, la réforme des retraites, le temps de travail, la réforme de l'école, le nettoyage des codes qui bloquent le fonctionnement de la France. Je pense au code du travail, au code des impôts, au code de l'environnement, au code du domaine public. Et puis, naturellement, quelques ordonnances pour mettre au point une nouvelle politique de l'immigration. On ne peut pas continuer d'être dans ce système où l'immigration pose un tel problème. Mais est-ce que ça n'a pas donné l'impression que 3 ans avant, vous organisez pour l'avenir un régime autoritaire? C'est-à-dire qu'il ne passera pas par le ça, vous avez... Alors, je vais vous dire. Moi, c'est quand même ça le grand argument qui est proposé. Mais quel est le mot? Donc, ils reviennent sur tout ce qu'a fait la gauche et en plus, ils décident seuls sans le Parlement, pratiquement. Alors, quelle est l'idée? Elle consiste à dire aux Français, nous faisons un pacte présidentiel. C'est-à-dire que la campagne présidentielle, elle sert à dire le projet que nous voulons mettre en œuvre tout de suite. Et à partir de là, le message clé pour moi, c'est de libérer la France, libérer les énergies. Il faut prendre les réformes qui permettent de baisser le coût du travail, de baisser les contraintes et les réglementations. Donc, la liberté, c'est pour les Français.
Et les ordonnances, c'est pour que la main des hommes politiques ne tremble pas au moment de prendre la décision. Et les ordonnances, elles permettent ça. Parce que la plupart du temps, on fait des commissions. François Hollande adore faire des commissions pour retarder la décision. Là, c'est le peuple qui a décidé. Et on se met alors immédiatement dans la décision. Et les 6 mois qui suivent, les 5 ans qui suivent, pour appliquer les ordonnances. Une pacification est intervenue sur la présidence de l'UMP. C'est vous le président, vous n'êtes plus contesté maintenant, mais il y a quand même la question de la candidature éventuelle de Nicolas Sarkozy qui vous pose, pour la droite classique, un problème compliqué à gérer. Enfin, parce qu'ils ne veulent pas les sarkozystes. Moi, ne m'en pose pas du tout. Parce qu'en réalité, tout le monde se trompe de calendrier. Là, vous me parlez de 2017. Et moi-même, d'ailleurs, je le fais pour parler du projet, mais pas des candidats. Moi, j'ai pas le même calendrier que les autres. Vous vous rappelez à l'instant... Mais l'accord avec Fillon, c'était à la fois, je te laisse la présidence, mais il y aura des primaires. Oui, mais d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais les primaires, c'est en 2016. Ouais. Or, avant... Oui, mais Sarkozy n'en veut pas, les primaires. En tout cas, les sarkozystes n'en veulent pas. Non, mais écoutez, ça, c'est un autre sujet. Là, il y a des statuts dans notre parti. Donc, les primaires, elles auront lieu. Mais c'est le vrai sujet. C'est qu'avant 2017, il y a 2014. Voilà. Et 2014, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? 2014, c'est les municipales, et c'est d'abord pour cela que j'invite à voter pour les électeurs de l'UMP, les candidats de l'UMP. On en est un lapsus sec, hein, je me suis trompé sur un nom. La bataille de la Marne chez Taillandier. Alors, on va pas rentrer, c'est un livre magnifique. Je rappelle que vous êtes député de Meaux, mais je voudrais vous poser une question à caractère historique. Hier, Florent Philippot a dit, il est vice-président du Front National, les gaullistes, c'est nous, c'est plus eux. Vous lui répondriez quoi ? Rien, c'est une imposture intellectuelle. Entendre un représentant d'un parti d'extrême droite oser usurper le gaullisme, c'est plus son affaire que la mienne. Non, il dit carrément les patriotes, c'est nous. Oui, j'entends, mais je vous dis, c'est une imposture intellectuelle et morale, je la lui laisse. Sur le fond, la bataille de la Marne, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire sur ce livre, au-delà du fait que je suis maire de Meaux et que c'est ici que c'est à Meaux que s'est passée la bataille, c'est parce qu'on va rentrer dans le centenaire de la guerre 14-18 et que je raconte l'histoire d'un sursaut français. Voilà, à un moment où tout semblait perdu, les Allemands à 50 km de Paris, quelques semaines seulement après le début de la guerre de 14, c'est le moment extraordinaire où, par une union sacrée, pour reprendre la formule de l'époque, union sacrée entre les politiques, entre eux, gauche et droite, mais aussi avec les militaires, et notamment le célèbre général Joffre, et une armée française courageuse, eh bien on empêche les Allemands de faire capituler la France. C'est le Front National ou la gauche ? Oh non, mais les situations sont très différentes. Attention aux anachronismes. Non, mais les situations sont très différentes. Ça n'a rien à voir. La seule chose que je puisse dire, c'est que le devoir de mémoire, il est important pour y puiser les sources d'espérance pour la France, et c'est le message de ce livre. Voilà, la bataille de la Marne, donc aux éditions Taillandier. Le voici. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI.